Et comment, ça va? À Washington, en l'an 1965, Bernard est averti de faire attention car on veut l'utiliser comme exemple. Ensuite, il se prépare à témoigner devant un comité. Son histoire commence au Texas, en 1939. Bernard, encore enfant, travaille comme cireur de chaussures devant une banque, écoutant les conversations sur la finance et les investissements. Après le départ des clients, il note tout dans son carnet. Un jour, il essaie d'écouter une réunion de la banque par la fenêtre, mais un policier le voit et le tire vers le bas. Une poursuite s'engage alors, à laquelle Bernard parvient à échapper, mais le policier promet de tout raconter à son père. Cette nuit-là, le père de Bernard le réprimande pour avoir espionné des personnes blanches et lui explique que des hommes noirs ont déjà été pendus pour bien moins que ça. En voyant le carnet, il admet que Bernard est très intelligent, mais l'avertit que les blancs ne le laisseront jamais devenir riche. Mais Bernard jure qu'il sera riche un jour. À Los Angeles, en l'an 1954, Bernard est marié à Eunice et a un fils. Il rend visite à la famille de celle-ci lorsque l'oncle mentionne qu'une compagnie aérienne embauche des hommes noirs. Bernard refuse la proposition, disant qu'il essaye de gagner de l'argent dans l'immobilier. Son plan est d'acheter une propriété et de gagner de l'argent avec les loyers. Comme il loue une baraque appartenant à l'oncle d'Eunice, celui-ci s'irrite et accuse Bernard de ne pas vouloir travailler. Après le dîner, Eunice dit à son oncle que Bernard est un génie et que tout s'arrangera bientôt. Plus tard, elle le rejoint dans la baraque et il promet de les sortir de là le plus vite possible. Le lendemain, Bernard emmène Tony, le cousin d'Eunice, au travail. L'ami de Tony, Matt, admire la voiture de Bernard et pense qu'il est riche. Tony dit alors que Bernard est propriétaire d'immeubles. Ensuite, Bernard visite plusieurs bâtiments dans un quartier de Blancs, évaluant leurs conditions et leurs prix. Plus tard, il raconte à Eunice qu'il a trouvé l'immeuble idéal, mais que l'achat de la propriété les laisserait sans argent pour les rénovations. Comme ils ont besoin d'un co-investisseur, Eunice décide de le présenter à Joe, son ancien patron. Joe est décontracté et fait des blagues tout le temps, ce qui empêche Bernard de le prendre au sérieux. Il refuse le partenariat et le couple s'en va sans exposer leur idée d'entreprise. En sortant, il voit le gouverneur rendre visite à Joe, car ils sont amis. Malgré cela, Bernard continue de ne pas lui faire confiance. Quelque temps plus tard, Bernard rencontre Patrick, le propriétaire de la maison qu'il veut acheter. Bernard lui demande de lui prêter 10 000 $ pour les rénovations s'il achète la maison, mais Patrick refuse et essaie de s'expliquer avec des calculs. Les calculs sont faux et Bernard les corrige immédiatement, ce qui impressionne Patrick. Malgré cela, il refuse toujours de prêter l'argent. Avant de partir, Bernard remarque un calendrier envoyé par Reed, de la Mid-City Bank. Il se rend alors à cette banque et demande à parler à Reed. La secrétaire dit qu'il n'est pas disponible, bien que Bernard puisse le voir. Se rendant compte du préjugé, il décide d'attendre à l'extérieur. Quand Reed sort, Bernard s'approche rapidement et lui présente une idée d'affaires avantageuse pour lui et Patrick. Cette nuit-là, Bernard annonce à Eunice qu'il n'a pas obtenu le prêt. À ce moment, Patrick l'appelle, disant qu'il a appris que Bernard a utilisé son nom en parlant à Reed. Patrick lui demande s'il pense que cela fait partie des coutumes commerciales normales. Et Bernard répond que non. Cela plaît à Patrick, qui dit aimer les gens qui sortent de l'ordinaire. Il annonce alors que Bernard peut se rendre à la banque le lendemain matin pour obtenir le prêt et qu'il sera son garant. Ensuite, Bernard et Eunice vont célébrer dans un club. Là, Joe provoque Bernard sans arrêt, ce qui ne fait que renforcer l'aversion de Bernard pour cet homme. Le lendemain, Bernard et Tony travaillent déjà à la rénovation de la propriété. L'une des locataires les voit et les confronte pour être dans un quartier de Blancs. Bernard explique qu'il est maintenant le nouveau propriétaire, mais la dame ne le croit pas. Quelques instants plus tard, Matt arrive pour aider et Bernard lui demande s'il accepterait de travailler pour un homme noir. Matt répond que la seule couleur qui lui importe est celle de l'argent. Le trio passe la journée à travailler dur sur les rénovations. Peu de temps après, 2 policiers se présentent disant que la dame s'est plainte de la présence d'hommes noirs dans l'immeuble. Bernard montre les documents prouvant qu'il est le propriétaire et les policiers partent rapidement. La rénovation terminée, Bernard s'installe dans l'un des appartements et est vu par la dame qui déménage le lendemain matin pour ne pas vivre à côté d'une famille noire. Bientôt, d'autres noirs demandent à louer les appartements et l'immeuble est entièrement loué en quelques jours. Patrick est impressionné et invite Bernard à devenir son associé. Bernard choisirait les biens immobiliers car il a le coup d'œil et Patrick serait la façade de l'entreprise pour éviter les préjugés. Ils se serrent la main et conviennent de tout partager moitié-moitié. Dans les semaines qui suivent, le nouveau duo d'affaires continue d'acheter des propriétés et l'entreprise prospère. Matt et Tony aident aux rénovations et Eunice s'occupe de la décoration. Un jour, Bernard demande à Eunice ce qu'elle aimerait dans une grande maison. Puis, il lui révèle que ce sera leur nouvelle maison. Quelque temps plus tard, Patrick est retrouvé mort dans son lit. Après les funérailles, la femme de Patrick annonce qu'elle veut mettre fin aux affaires et offre à Bernard 25% de l'argent. Bernard conteste car il devrait avoir 50%, mais comme son nom ne figure sur aucun contrat, il devra accepter ou ne rien avoir. L'avocat dit que, pour prouver l'accord initial, Bernard aura besoin d'un témoin. Il se rend à la banque pour chercher Reed, mais celui-ci refuse de le recevoir. En sortant de la banque, Bernard observe une pancarte et réalise combien d'espace la banque nécessite. Il rend alors visite à Joe et partage son idée. Il devrait s'associer pour acheter l'immeuble des banquiers. Ainsi, aucune banque louant un espace là-bas ne pourrait refuser d'accorder des prêts
prêts, ce qui leur permettrait d'acheter encore plus d'immeubles. Joe aime l'idée, mais pense que personne ne vendra à des hommes noirs. C'est pourquoi ils invitent Matt à être le visage de l'entreprise. Matt hésite car il ne comprend rien à l'affaire et finit par partir malgré la promesse d'aide. Plus tard, Matt se rend dans un snack bar, encore nerveux à propos du plan. La serveuse, Suzy, lui demande s'il va bien et il explique qu'il envisage un nouvel emploi dans l'immobilier. Suzy est impressionnée, ce qui change l'attitude de Matt, qui retourne en courant pour accepter le travail. La première étape de la formation consiste à apprendre à parler aux gens riches, alors Joe emmène le groupe sur un terrain de golf à 6 h du matin. Bientôt, ils sont rejoints par Donald, le banquier ami de Joe, qui promet de prêter 2 millions de dollars. Bernard garantit qu'ils pourront acheter l'immeuble pour moins que ça. Ensuite, il enseigne à Joe tous les calculs nécessaires pour le travail, bien que Matt ait des difficultés avec les mathématiques. Dans les semaines qui suivent, Matt s'entraîne dur pour s'améliorer au golf et en calcul. Au début, il a beaucoup de mal, mais il gagne en confiance chaque jour. Il impressionne les autres en réussissant un coup parfait, puis un calcul avec succès. Grâce à cela, il gagne son premier costume, apprend avec Joe à boire comme un homme et avec Eunice les règles de l'étiquette à table. Quand Matt réussit à faire un calcul mental en jouant au golf, les hommes décident qu'il est prêt. L'étape suivante consiste à discuter des détails du plan. L'immeuble des banquiers appartient à Charles, qui a l'habitude de jouer au golf dans un club exclusif. Joe parvient à le faire inviter et se fait passer pour son chauffeur pour le faire paraître plus riche. Grâce à ses compétences au golf, Matt impressionne tout le monde et réussit à obtenir une réunion avec Charles. Joe et Bernard l'entraînent pendant une semaine et le jour J, Matt est prêt à répondre à toutes les questions. Il a mémorisé tous les calculs et fait semblant de tout résoudre sur le champ. Finalement, Charles accepte de vendre l'immeuble pour 1 560 000 $. Après la célébration, ils commencent à redécorer le bureau et la relation avec les banquiers se développe rapidement. Bientôt, ils obtiennent les prêts dont ils ont besoin et achètent plusieurs biens immobiliers dans des quartiers chics et blancs. Cette stabilité financière permet à Matt d'épouser Suzy. En quelques mois, le trio devient le plus grand groupe d'entrepreneurs immobiliers de l'État, rencontrant même le vice-président. Quelques années plus tard, en 1963, Bernard retourne au Texas avec sa famille pour rendre visite à son père. Le vieil homme est heureux de le voir et lui dit qu'il est fier. Le lendemain, les deux hommes se promènent ensemble et le père explique pourquoi les fontaines à eau sont séparées. Bernard s'arrête au coin de la rue où il travaillait et demande au nouveau cireur de chaussures de lui nettoyer ses souliers, mais l'homme refuse parce qu'il est noir. Bernard regarde alors la banque où il a tout appris et a une idée. De retour à Los Angeles, il en parle à Joe. Bernard dit qu'il veut acheter la banque au Texas. Joe lui rappelle qu'ils ne savent rien sur la gestion d'une banque, que c'est complexe et encore plus difficile parce que les Texans n'accepteront pas un homme noir aux commandes. Bernard répond qu'ils peuvent utiliser Matt une fois de plus et explique qu'il existe un énorme marché inexploité car les noirs n'obtiennent pas de prêts. Après une longue discussion, Joe accepte à contre-cœur, juste pour ne pas perdre Bernard comme associé, qualifiant l'idée de mauvaise. Quelque temps plus tard, Donald aide Matt à acheter la banque pour eux. Dans le cadre de l'accord, l'ancien propriétaire et son fils Robert conserveront une participation de 20%. Ensuite, Bernard commence à rendre visite aux résidents noirs du Texas pour les informer que la banque a changé sa politique et accepte désormais les clients noirs. Mais il demande aussi de la discrétion, car les racistes n'approuvent pas cette attitude de la banque. Tous les prêts passent par main par Bernard et Matt, et bientôt de nombreuses entreprises noires prospèrent dans la région. Après 3 mois, Robert, qui travaille toujours à la banque, remarque le nombre de prêts approuvés par Matt et s'étonne du nombre de nouveaux clients. Matt élude la question, mais Robert se méfie et commence à le suivre. Il le voit parler avec Bernard et prend des photos. Cette nuit-là, quand Matt rentre chez lui, Suzy avoue qu'elle déteste vivre au Texas. Elle dit aussi que Matt ne reçoit qu'un salaire, alors qu'on lui avait promis d'être associé. Le lendemain, Robert se présente chez Bernard pendant une réunion avec Matt et Joe. Il dit qu'il n'a aucun problème à travailler pour des personnes noires, mais il craint que si les habitants le découvrent, l'entreprise fasse faillite. Il montre alors la raison de son inquiétude. Une lettre du département du Trésor des États-Unis annonçant une inspection dans un mois, suite à des dénonciations anonymes sur des prêts trop risqués. Après le départ de Robert, Matt emmène ses amis voir une banque plus petite et présente une idée. Il pourrait l'acheter et il la gérerait lui-même. Ainsi, il pourrait répartir les prêts entre les deux banques, rendant les chiffres moins suspects lors de l'inspection. Joe et Bernard rappellent qu'ils n'ont pas encore l'expérience pour quelque chose d'aussi risqué. Alors Matt prévient qu'il cessera de les aider s'il n'est pas fait associé. Sans alternative, le duo accepte. Bientôt, Matt achète la petite banque et, le premier jour de travail, Eunice se fait passer pour une femme de ménage pour tout observer de près. Pendant ce temps, Tony emmène Bernard à travers la ville pour décider où iront les prêts. Le soir, il retrouve Matt dans un restaurant pour organiser les détails et sont anéantis en voyant des graffitis racistes sur l'enseigne de la banque. Le lendemain, Matt rencontre un avocat pour signer les documents. Quelque temps plus tard, Robert appelle Matt pour lui dire que des Blancs veulent retirer tout leur argent, pensant que la banque appartient à l'association des droits civiques. Cette nuit-là, Bernard montre à Joe une pancarte raciste qu'il a trouvée à la banque. Il explique que 5 Blancs ont retiré tout leur argent et que 9 ont été convaincus par Robert
Robert de conserver leur compte. Joe Ag pense que c'est Robert lui-même qui a répandu les rumeurs. Quelques jours plus tard, un inspecteur fédéral arrive à la petite banque pour vérifier les registres, alors Matt appelle Bernard à l'aide. Bernard dit qu'il ne peut rien faire, car il ne permettrait jamais à un homme noir d'assister à la réunion. Eunice lui dit de se faire passer pour un employé, et quand il refuse, elle lui rappelle qu'elle l'a déjà fait plusieurs fois pour eux. Bernard rétorque que c'est différent parce qu'elle est une femme, ce qui met Eunice en fureur, comparant cette logique à ce que les blancs disent des noirs. Bernard reconnaît alors son erreur et accepte de mettre un uniforme, se faisant passer pour un homme de ménage. Il nettoie près de la porte du bureau de Matt pour essayer de l'aider avec des gestes, mais l'inspecteur ferme la porte pour maintenir la conversation confidentielle. Sans autre choix, Bernard s'éloigne. Matt commence à être nerveux car l'inspecteur trouve plusieurs failles dans les informations. Prétextant avoir besoin d'un dossier, Matt court aux toilettes pour demander de l'aide. Ses amis essaient de lui donner le plus de conseils possible. Malheureusement, à son retour, l'inspecteur a déjà découvert de nombreuses erreurs dans les registres que Matt ne peut justifier. Il retourne aux toilettes avec les dossiers et Bernard repère immédiatement les problèmes. Joe se demande comment Donald a pu laisser passer ça. Et Matt avoue qu'il a fait appel à un autre homme pour accélérer le processus. Ce nouvel avocat a été recommandé par Robert, alors Joe et Bernard réalisent, furieux, que Robert a tout manigancé pour leur nuire. Cette nuit-là, Bernard annonce à Eunice le résultat final. Ils devront vendre 27 mauvais prêts. De plus, ils devront couvrir les pertes eux-mêmes, ce qui coûtera 300 000 $. Ensuite, Bernard et Joe disent à Matt qu'ils ne l'aideront pas. Des gens comme eux peuvent avoir de gros problèmes s'ils se font prendre. Et l'idée d'acheter la petite banque venait de Matt, la responsabilité lui incombe donc. Le lendemain matin, Donald appelle Joe pour lui dire que sa banque a racheté tous les prêts de la banque de Matt. Peu après, Joe et Bernard font irruption dans le bureau de Matt pour exiger des explications. Il dit que ce n'est que temporaire pour gagner du temps et modifier d'autres registres. Le duo l'avertit que c'est de la fraude. À ce moment, des agents du département du Trésor arrivent et annoncent que la banque a perdu sa licence. Ils renvoient Matt et ordonnent à tous les clients de partir, disant que la banque est fermée jusqu'à nouvel ordre. Dès que Joe et Bernard sortent, le FBI les aborde pour les arrêter, sans expliquer pourquoi. Bernard accuse les agents de racisme et tente de résister, mais il est facilement maîtrisé. Quelque temps plus tard, à Washington, un avocat informe Joe et Bernard que les accusations au niveau de l'État ont été abandonnées, mais que les accusations fédérales sont toujours en cours. Un sénateur de l'Arkansas amène des auditions sur le manque de surveillance dans les banques, et l'avocat soupçonne qu'il veut utiliser l'affaire pour sa promotion politique, ce qui pourrait finalement aider à faire retirer les accusations fédérales. Pendant ce temps, Matt a toujours des problèmes avec sa propre banque, et les autorités lui proposent un marché. Les accusations contre lui seront abandonnées s'il témoigne contre ses amis. Quelques jours plus tard, Matt comparaît au tribunal et explique tous les plans de Joe et Bernard, affirmant qu'il n'était qu'un employé et qu'il a été manipulé par eux. Ensuite, Bernard se voit proposer deux options. S'il admet avoir utilisé des règles flexibles pour s'enrichir, il aiderait le Congrès à justifier des changements dans les lois et recevrait l'immunité. S'il décide de dire ce qu'il veut, ses témoignages seront comparés à ceux des Blancs, et si le tribunal estime qu'il a menti, il sera emprisonné. Après l'audience, Bernard se promène avec Eunice et lui fait part de ses inquiétudes. S'il accepte l'immunité, il ne pourra pas exposer tous les problèmes auxquels les Noirs sont confrontés dans le système bancaire. Eunice dit qu'elle le soutiendra quoi qu'il arrive. Avant d'entrer au tribunal, Bernard retrouve Joe et les deux se remémorent leurs années de travail ensemble. Pendant son témoignage, Bernard déclare que les documents fondateurs du pays disent que tous les hommes sont créés égaux, mais que cela ne se reflète pas dans les lois. Ignorant tous les avertissements concernant la perte de son immunité, Bernard se lève, l'uniforme d'homme de ménage à la main, et explique que si un homme ne peut pas obtenir de prêt, il ne peut pas créer d'entreprise ni acheter de maison, ce qui va à l'encontre du rêve américain. Finalement, le gouvernement saisit les fortunes de Joe et Bernard et les condamne à 3 ans de prison fédérale. Ils perdent tous leurs biens immobiliers, mais Eunice parvient à garder une maison car elle était à son nom. Robert finit par racheter la banque pour un prix très bas. Lorsque le duo sort enfin de prison, Eunice ne comprend pas pourquoi il rit. Il révèle que Matt leur a parlé avant son témoignage, expliquant qu'il risquait 50 ans de prison s'il ne les trahissait pas. Les deux lui ont permis de le faire et en échange, Matt a acheté 2 maisons aux Bahamas avant que le gouvernement ne confisque l'argent. Grâce au témoignage de Joe et Bernard, en 1968, le Congrès adopte la loi sur le logement équitable, Fair Housing Act, qui rend illégal le refus de vendre ou de louer un bien immobilier sur la base de la race, de la religion ou du sexe. Se terminant ainsi The Banker, film dramatique historique de 2020. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.